Et alors justement, en parlant de parti politique, alors il y a ton engagement à un moment donné au Front National, et aujourd'hui, il t'écoute pas le Front National. Parce que la ligne Faut pas dire ça. Philippot n'aurait pas pu rejoindre le Front National sans ma médiation, d'une certaine manière, sans le discours de Valmy. Faut pas oublier, je suis celui qui a porté le virage du Front sur la question économique et sociale. C'est important, la question économique et sociale. C'est fondamental en politique. Vrai, ouais. Et ce virage antilibéral, nationaliste cohérent, c'est-à-dire pro-étatique, c'est-à-dire pas anti-fonctionnaire, etc., parce qu'on ne peut pas être nationaliste quand on ne veut pas de fonctionnaires. Il faut un État, il faut qu'il y ait un appareil d'État, il faut que ça fonctionne, il faut un corps de fonctionnaires. Sur des tas de sujets, j'ai réussi à insuffler la bonne ligne, et je le dis, si je n'étais pas passé par le Front à un moment donné, Philippot n'aurait pas pu y rentrer. Philippot, il est rentré sur ma ligne, c'est un néo-gaulliste en réalité. Alors sur la ligne réconciliation nationale avec les musulmans, patriotes, etc., effectivement, ça n'est pas passé, même s'il y en a qui sont sur cette ligne-là au fond, faut pas rêver. Mais c'est pas passé parce que Marine Le Pen n'a pas la culture. Mais elle jette de l'huile sur le feu. Elle n'a pas la culture, elle n'est pas cultivée d'abord. Elle ne sait pas ce que c'est que le monde musulman, c'est complexe, elle mélange tout. Et puis il y a tout un vieux fond droitard, pied noir, PACA, au front, pour qui la grande souffrance c'est d'avoir été chassés d'Afrique du Nord et qui veulent se payer, qui ont la haine du bougnoul, parce que non seulement ils ont été chassés d'Algérie, mais en plus les IVA les emmerdent à Perpignan, donc ça c'est la ligne Alliot. Eux ne veulent absolument pas de réconciliation nationale. Et puis il y a tout le côté, je dirais, très efficace politiquement du ralliement du front au républicanisme, qui est en fait une idéologie maçonnique et qui les amène tout droit vers le PS en réalité, mais qui est efficace, qui dit on est républicain, etc., qui les empêche de comprendre mon concept du front de la foi, c'est-à-dire de défense des spiritualités, et de montrer que si l'islam est attaqué aujourd'hui, comme le catholicisme a été attaqué hier, par cette religion que Payon a parfaitement assumée récemment, là, qui est la franc-maçonnerie. Et que de ce point de vue-là, Marine Le Pen, tous les slogans qu'elle reprend pour rassurer les lecteurs sont des slogans maçonniques. La République, les droits de l'homme, machin, etc. Donc, disons que mon positionnement est un positionnement d'avant-garde, un peu complexe, qui est d'avenir à mon avis même pour le Front, mais qui prend du temps. Et comme le Front est dans une logique électoraliste, c'est du coup par coup, c'est la discussion que j'avais eue avec Le Pen. Il m'a dit Alain, tu as raison, mais nos électeurs c'est un peu trop subtil pour nos électeurs. Et moi, j'avais dit, j'ai bien conscience que cette ligne, gauche du travail, droite des valeurs, réconciliation nationale, est une ligne d'avenir, mais sur 15 ans, pas sur 3 mois. On peut pas. Moi, je suis sur quelque chose sur le sérieux, sur le solide. Et à un moment donné, il faut accepter de perdre du monde en route. Il y a des changements de cap, etc. Mais je pense que c'est ma ligne réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, front de la foi, tous ces concepts que j'ai lancés, nationalistes de tous les pays, unissez-vous, etc. Tous ces concepts sont les bons concepts pour un parti politique aujourd'hui, j'en suis sûr. Et le Front en a repris un certain nombre. Il ne les a pas tous repris. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'en suis éloigné. Et moi ce que je dis, c'est que je fais pression de l'extérieur sur le front pour essayer qu'il soit le plus proche de cette ligne qui me paraît la meilleure. Et de temps en temps, il y a des déceptions, puis de temps en temps, il y a aussi des bonnes choses. Par exemple, le front, sur l'affaire Dieudonné, les seuls qui ne soient pas hystériquement jetés sur Dieudonné, c'est les gens du Front National. Même Alliot s'est tenu correctement même Alliot. Et c'est les seuls qui se soient tenus correctement sur l'affaire Dieudonné. Voilà, donc... Mais alors ce qu'on leur reproche, par exemple, c'est sur l'Union Européenne, par exemple, que le Front National n'est pas assez clair. Par exemple, moi je me souviens que... Mais ça c'est parce que tu viens de chez Asselineau, toi. Un peu, c'est vrai. Tu sais, moi je répondrais de façon... Alors, allez-y. Ce qui compte, c'est de prendre le pouvoir. Quand tu veux prendre le pouvoir, il est peut-être pas très malin d'annoncer exactement tout ce que tu comptes faire à tes ennemis. Asselineau qui dit tout, et qui est un très bon conférencier, un très bon analyste, et la preuve, par sa manière même de s'exprimer, qu'il ne comprend rien à la politique et qu'il ne fait pas de politique en réalité. Ce n'est pas un politique. Quand tu fais de la politique, tu dis pas tout. C'est comme les gens qui disent oui, monsieur Soral, c'est bien joli l'animation culturelle, la contre-culture, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour reprendre le pouvoir ? Si tant est que j'avais une idée pour prendre le pouvoir réellement, vous pensez bien que je ne vais pas aller le dire dans les médias en disant on va faire ci, on va faire ça. Et un type qui prépare un coup d'État, il dit attendez les gars, demain à 8h on va prendre l'Elysée, puis après on va prendre la maison de la radio, et je sais pas trop quoi. Donc, mais est-ce qu'elle le fera aussi une fois arrivée au pouvoir parce que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a plus de chances d'arriver au pouvoir qu'Asselineau. Et que si Asselineau était cohérent, il rejoindrait le Front National, et il aiderait le Front National à améliorer, à clarifier sa ligne sur la question de l'Union Européenne. Or, en fait, ce qu'il fait en permanence, c'est tirer sur le Front National. Or, il y a d'autres choses à
faire que de tirer en permanence sur le Front National quand on prétend s'opposer au système. Le Front National, c'est pas le système, c'est le seul parti qui, bon an mal an, pour des raisons historiques, accidentelles, etc., a démontré quand même, par 40 années, qu'il était plutôt un parti que le système n'aimait pas et dont le système se méfiait. Il y a quand même l'histoire, ça je sais pas ce que tu en penses, toi tu crois pas trop à l'histoire du financement par Pierre Sérac de la secte Moon. Mais Le Pen est allé chercher de l'argent partout où il a pu pour solidifier son mouvement. Et l'important, c'est d'être financé par plusieurs personnes et que ça s'équilibre. Il est allé chercher aussi de l'argent en Irak, chez Saddam Hussein. Donc, Le Pen étant bloqué en France par le lobby dominant qu'on a identifié tout à l'heure, et ce lobby dominant interdisant le grand patronat de financer Le Pen ou de le soutenir, les loges barrant aussi Le Pen, à un moment donné, il a fallu qu'il aille chercher l'argent où il pouvait. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû accepter de l'argent de gauche et de droite, etc. Mais c'est pas parce qu'il a accepté de l'argent, peut-être même de la Fextomoun qui est proche de la CIA, que d'un seul coup, le Front National devient une annexe de la CIA. C'est très bête, c'est du monodéterminisme. Et je rétorquerai à Célineau que lui, il a travaillé pratiquement toute sa vie pour Pasqua, qui est la CIA. Je veux dire, Pasqua, c'est de l'atlantisme intégral. Ouais, il le dit maintenant. Et qu'il a été le suppléant de Tibéri. C'est-à-dire qu'un type qui a compris 20 ans après moi et 40 ans après Le Pen ce que c'était que la dissidence n'a pas de leçon arrogante de dissidence à donner. Il faut un peu en rabattre un peu. Asselineau a été un haut fonctionnaire qui a tapiné pour le système toute sa vie, et il vient de découvrir le poteau rose l'année dernière, et il veut tous nous donner des leçons. Je veux dire, c'est un peu gros quand même. Alors, il connaît bien son sujet, c'est-à-dire la critique effectivement de l'Union Européenne et les mécanismes de l'Union Européenne, etc. Mais, je le répète, il n'a aucun avenir politique, il n'a aucun charisme, aucun courage non plus. Vous mettez un ananas quelque part, il vire tout le monde. Je crois que tu es bien placé pour le savoir. Donc de toute façon, sur les marqueurs je dirais, de désobéissance, il se soumet immédiatement, comme Dupont-Aignan. Dupont-Aignan m'avait invité au restaurant il y a un certain temps, je le dis clairement, et il m'avait dit « Alain, je viens de loin, etc., mais finalement je suis d'accord avec toi sur tout. Ma ligne, c'est la tienne. Hein ?» C'est-à-dire la ligne économique du front et la réconciliation avec les musulmans, etc. Bon. Et à l'époque, ils me draguaient parce qu'il n'y a pas de jeunes chez eux. Les jeunes, ils sont chez moi. Moi, je fais une conférence, il y a des milliers de gens qui viennent. Chez eux, il n'y a jamais personne. Il n'y a que des vieux, des profs, des tocards, etc. C'est leur grosse fascination, elle est là. C'est que les jeunes, des jeunes qui viennent spontanément et qui payent même pour écouter parler, ils sont cessorales, ils ne sont pas ailleurs. Les autres, il faut payer, il faut tricher, il faut mentir, etc., etc. Et en fait, du jour où, effectivement, sur le plan des idées, sans doute, il était honnête quand il m'a dit, effectivement, j'ai cette ligne-là. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas le tout d'avoir une ligne qu'on peut écrire sur un tableau noir. Il faut avoir les couilles de la porter face à l'ennemi, face au pouvoir. Comment s'est comporté Dupont-Aignan quand Arcadie lui a tiré le bout de l'oreille? Il a fait Teshuva, voilà, c'est tout. Ce que je remarque, moi, que c'est Le Pen ne s'est jamais soumis. Et ce que je remarque, moi, que c'est qu'Asselineau, il n'y aura pas besoin de le secouer beaucoup pour qu'il s'écrase. Donc il peut être très performant dans sa critique de l'Union Européenne, mais quand vous touchez les intérêts supérieurs du pouvoir, même si vous ne commettez en ligne directe aucune faute, de toute façon l'ennemi vous diabolisera. C'est ce que j'explique aux cons naïfs comme celui que je nommerai pas. C'est pas toi qui décides si tu es antisémite. C'est le pouvoir qui le décide. Si d'un seul coup tu gênes le pouvoir sur d'autres critères que la question strictement de l'antisémitisme, mais que tu poses problème à l'oligarchie, ils te traiteront d'antisémite. Ils ont fait ça avec Pierre Péan, ils ont fait ça avec Jean-Luc Godard, ils ont fait ça avec Jean Baudrillard, ils l'ont fait avec tout le monde. Donc si Asselineau va jusqu'au bout de sa critique de l'Union Européenne et qui donc il gêne l'oligarchie européenne, de fait, on lui dira « Vous avez donné une conférence, c'est Serge Ayoub un jour, et c'est fini. Il est plié déjà, Asselineau. Rien que pour ça, il est mort. Et quand on lui sortira ça à la télé, il fera encore pire dans la soumission que Dupont-Aignan. Parce que c'est un haut fonctionnaire, c'est pas un mec qui a des couilles. Le Pen, moi je sais ce que c'est qu'un homme et puis un prof. Pour faire de la politique, il ne faut pas être juste un prof, il faut être aussi un homme. C'est tout, je vais être clair. L'autre, c'est sûr que le pouvoir fait ça et il se couche. C'est tout. Et ça, c'est pour ça que je ne supporte pas que des gens comme ça attaquent Le Pen. Le Pen, on peut lui reprocher des tas de choses. Une certaine vulgarité à une certaine époque, un certain libéralisme économique, c'était pas... Oui, quand il se prenait pour Reagan. Oui, mais d'accord, mais c'est pas une question qu'il connaît très bien, l'économie. Lui, il était pro-républicain, parce que antidémocrate, sur la question américaine, c'était pas si incohérent que ça, quand on comprend ce que c'est que la gauche et la droite aux États-Unis. Mais malgré tout, il a toujours pris le système dans la gueule, ce qui est un marqueur permanent. Quand le système vous attaque systématiquement, met toujours des photos de vous sur les journaux, vous avez une sale gueule, jamais une photo, vous avez une bonne tête,
vous diabolise systématiquement, vous attaque systématiquement, etc., c'est que quelque part vous gênez et que vous faites réellement un travail. On voit très bien que le traitement réservé à Besancenot n'est pas le même qu'à Le Pen. Voilà, Le Pen n'est pas dans Gala comme un des 10 hommes politiques les plus séduisants ou je sais pas quoi. Non mais ils prennent quand même avec Marine beaucoup d'argent de l'Union Européenne quand même en tant que député. C'est la moindre des choses. Très bien payés. Bah oui, mais pourquoi? Je veux dire, quand on combat le système, on n'est pas obligé non plus de. Il faut savoir s'en servir à minima. Parce que, mais ils ne peuvent pas dénoncer. Est-ce que c'est cohérent? Parce que comme je reprends... il ne s'est pas présenté à Céline aux européennes là? Ah si, c'est présenté. Alors il s'est présenté, il a même présenté cette liste. Oui, il a fait 0. Ce qui compte, c'est que les gens qui me disent c'est mieux l'UPR que le Front parce qu'ils sont plus cohérents et plus précis sur la sortie de l'UE, je dis la différence c'est que Asselineau il fait 0 aux élections et le Front fait 25. Donc Asselineau, ce qu'il devrait faire, c'est aller au Front. Rejoindre le Front, comme l'a fait Robert Ménard. Ça serait ça pour aider, et voilà. Or, il attaque le Front en permanence, et moi les gens qui me disent l'UPR c'est mieux parce qu'il y en a, je dis ouais, mais l'UPR fait 0,5, pour qu'ils arrivent à 25%, il faudra 40 ans. En admettant que, parce que c'est ça qu'il faut pour qu'un parti s'unionise. Dans 40 ans, on sera tous morts, Asselineau y compris, et de toute façon la question sera totalement autre. C'est maintenant qu'il faut agir et être efficace. Et je suis de dire, quand on s'inscrit dans une logique de politique politicienne, de politique électoraliste, ce qui n'est pas la mienne, le seul parti que le système n'aime pas et qui cogne contre le système et qui pèse, c'est le Front National, c'est une réalité. Donc si, à un moment donné, on doit mettre un bulletin de vote pour essayer de peser dans cette logique-là de l'électoralisme, je dis, votez Front National. Mais moi, par exemple, j'ai pas voté dernières élections. Là. Donc je dis pas, vous devez le faire. J'ai dit, si vous êtes dans une logique électoraliste anti-système, je suis désolé, ce qui me paraît le plus cohérent, c'est le vote Front National. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que j'adhère entièrement, que je ne trouve pas qu'il y a des erreurs de commises, qu'il n'y a pas des hypothèques et des non-dits. Je veux dire, pour savoir ce que Marine Le Pen fera quand elle aura pris le pouvoir, il faut qu'elle le prenne d'abord. On n'aura jamais la... Moi, les gens me disent, qu'est-ce qu'elle fera quand elle aura pris le pouvoir? Comment puis-je le savoir? J'en sais rien, moi. Elle-même, peut-être, ne le sait pas. Mais on lui reproche son entourage aussi, c'est-à-dire que, tu sais, on a l'impression que Marine Le Pen, il y a autour d'elle certains francs-maçons. Oui, il y en a moins qu'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire. Il y a des sionistes. Elle s'est entourée, dans un but de dédiabolisation, elle s'est entourée de gens qui n'auraient jamais pu mettre les pieds au front du temps de Le Pen père. Voilà. Mais c'est parce que ça s'appelle la dédiabolisation. Voilà, bon. Et il y a effectivement un ou deux francs-maçons, un ou deux sionistes, mais ce que je dis, c'est que c'est le parti où il y en a le moins. Dans les autres partis, il faut être maçon et sioniste pratiquement pour être cadre. Voilà, donc c'est pas... quand on réfléchit dans la politique politicienne, c'est du billard à 3 bandes. Je veux dire, c'est pas sioniste ou pas sioniste. C'est quels sont vos réseaux, quelles sont vos allégeances, quels sont vos alliés prioritaires et secondaires, quels sont vos ennemis absolus, etc., etc. Enfin, c'est du Carl Schmitt. Et de ce point de vue-là, je dis que le Front est le parti le moins sioniste de France. D'abord parce que les sionistes n'en veulent pas. Et parce qu'historiquement, effectivement, c'est eux qui ont le plus de casseroles. Et que voilà, donc en France, il n'y a pas de parti totalement radicalement antisioniste. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, mais il n'y en a même pas à gauche. Il n'y en a même pas à l'extrême gauche, c'est fini. Le NPA, ils font semblant d'être antisionistes. C'est du faux antisionisme. C'est du antisionisme où tu vires tous les antisionistes cohérents. C'est de l'antisionisme validé par le Congrès juif mondial. C'est comme ça que ça marche. Donc on sait très bien ce que c'est. Donc en réalité... La question, c'est que même le Front aujourd'hui n'est plus radicalement antisioniste, mais de toute façon, il n'y a plus aucun mouvement radicalement antisioniste, y compris l'extrême gauche trotskiste. Je veux dire, c'est ça le constat de la séquence qui est la nôtre, c'est que le sionisme a réussi à soumettre la totalité du champ politique français, y compris, je dirais, une partie, on va dire, du Front National. Ça me paraît évident pour Alliot. Marine essaye de ne pas se faire trop diaboliser. Parce que Marine, en plus, je sais qu'elle a vraiment en plus pour consigne donné à tous ses cadres de rien à voir avec justement la dissidence entre guillemets. Oui, parce qu'elle est dans une logique électoraliste de vote majoritaire. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Mais elle se trompe pas en termes de stratégie parce que... elle se trompe pas. Je te dis ça à toi, mais parce que... Si je pensais que sa stratégie est la bonne, j'irais. Moi je fais autre chose, déjà je te le dis, et puis là tu as bien vu qu'avec le dernier épisode où elle a lâché son père parce qu'elle a peur qu'il dérape et qu'il dérape de plus en plus et qu'elle veut plus se faire prendre par la patrouille, et on sait quelle est la patrouille. Comme par hasard le dérapage c'est sur Bruel, c'est pas sur l'islam. C'était léger comme dérapage en plus. Non, mais c'est un dérapage, c'est pas un dérapage, je veux dire, c'est un prétexte, quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage, etc.
Mais moi, je ne suis pas du tout cette ligne-là, puisque nous, on a soutenu Le Pen père, et on a même dit qu'on relayerait son blog, parce que pour nous, c'est un dissident. Et moi, des gens avec qui je discute me disent oui, mais enfin, il faut être réaliste. Le Pen père devient un handicap pour le front, parce que comme il vieillit et qu'il s'en fout, il est capable de se faire plaisir et de déraper. Et en cela, il engage la totalité du front, donc il lui coûte cher, etc. Donc il vaut mieux qu'il fasse ses plaisanteries en dehors du front. Ce qui est cohérent, je veux dire, pour des gens qui militent, qui se battent, et qui militent et qui se battent pour accéder au pouvoir par l'arithmétique électorale, c'est-à-dire élection après élection, en montant dans le pourcentage de vote. Moi, j'ai pas cette vision du monde du tout. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je pense que si d'un seul coup le pouvoir bascule en France, ça sera peut-être pour dire de façon beaucoup plus insurrectionnelle, et que peut-être la bascule se fera pas par les élections, et que si la bascule doit se faire par les élections, le pouvoir se débrouillera pour annuler les élections, les abroger ou les frauder intégralement, comme aux États-Unis avec le vote électronique. Mais bon, c'est la stratégie du Front National, de Marine Le Pen. Et moi, je ne suis pas au Front National, et c'est pas parce que je n'attaque pas systématiquement Marine Le Pen en la traitant de putain, de sioniste comme tous les connards d'Internet, que je suis mariniste. Je veux dire, on a quand même le droit, enfin c'est ce que j'essaie d'expliquer, d'avoir une analyse, une position nuancée sur les gens. Je veux dire, je ne peux pas vouer aux gémonies Marine Le Pen comme je voue aux gémonies Bernard-Henri Lévy, c'est pas comparable. Donc il y a des choses, j'ai des choses que je n'aime pas dans le front de Marine Le Pen et d'autres que je respecte. Et on vous somme. Le problème de la dissidence, qui est un peu un truc d'ado énervé, un peu caricatural sur la toile, où on se lâche parce que c'est très facile, c'est oui, non, connasse, génial, comme sur moi, quoi. Soral, c'est le Messie ou c'est une pourriture, j'en sais rien, c'est le diable, je suis rien de tout ça, c'est pareil. Je peux me tromper sur certains sujets, je parle de beaucoup de choses, donc des fois je peux être un peu imprécis, je me trompe moins souvent que les autres, c'est ce que je dirais. Voilà, c'est les gens qui ont une espèce de position comme ça, noir-blanc, oui, non. Et moi les gens disent ouais, vous poussez les musulmans à voter Front National. Non. Oui, ça, moi, je dis que quand un Français de confession musulmane vote, il devrait penser pas seulement à sa religion, mais aussi à son intérêt de classe, à sa position économico-sociale. On n'est pas que musulman. On est ouvrier musulman, on est fonctionnaire musulman, on est petit bourgeois musulman, on est petit commerçant musulman. Et en réalité, c'est quand on défend sa position sociale intelligemment qu'on peut défendre sa position religieuse. Parce que si à un moment donné, on monte socialement, on vous respecte. C'est-à-dire que pour que les musulmans soient respectés en tant que musulmans, il faut qu'ils accèdent à la classe moyenne supérieure. Donc pour ça, il faut qu'ils aient un positionnement économico-social cohérent dans leur vote politique. Vous voyez, enfin, ça c'est une vraie analyse que je fais. Hein. Donc moi je dis pas qu'est-ce que je vais voter en tant que catholique. Je ne suis pas que catholique. Je pourrais dire attends, la plus catholique c'est Boutin, je vais voter Boutin. Non, je vote pas Boutin, parce que Boutin elle n'est pas seulement catholique, elle est issue de l'UMP, c'est de la bourgeoisie de droite, et ça ne me suffit pas qu'elle soit catholique, et c'est pas suffisant comme réponse à un vote. Je préfère voter Le Pen, qui est plutôt païen que catholique, je pense, même si je suis catholique, parce que c'est plus cohérent comme vote que Boutin, qui pourtant est catholique. Et c'est ça que je reproche aux musulmans, c'est que d'un seul coup, ils se présentent comme musulmans, ils ne sont plus que ça. Alors qu'en fait, ils sont pas que musulmans, ils sont d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne ou turque, etc., plus musulmans d'une certaine obédience, plus d'une certaine position sociale. Et c'est c'est à tout ça qu'il faut penser quand on décide de voter. Et ça m'agace à un moment donné de dire je suis musulman, soyez un peu plus musulman quand il s'agit d'avoir des couilles, parce qu'en général vous êtes musulman pour vous plaindre, mais quand il s'agit d'avoir un peu de courage pour aller défendre des causes, etc., il y en a beaucoup moins. Sur Dieudonné, là j'ai vu parfois, je vais prendre un exemple, 4 ou 5 fois j'aurais dû faire une conférence commune avec Ikoussen vers Roubaix. Il s'est déballonné à chaque fois. Parce qu'il a beau être musulman, il dépend de la municipalité pour sa salle. Donc le musulman en général il a une grande gueule quand ça l'arrange, mais quand il s'agit de penser à ses subventions et à la mairie qui lui permet d'exister, d'un seul coup, il fait carpette. Voyez. Donc c'est tout ça qui m'agace profondément, parce que je vis tout ça, je connais tout ça. Donc je dis, pour pouvoir ramener votre gueule en tant que musulman, déjà soyez un musulman avec une vraie dimension. Alors vous êtes souvent musulman quand ça vous arrange, hein, pour vous plaindre. Pour vous plaindre de l'islamophobie, etc. Mais c'est toutes ces. Alors évidemment, ça fait pas plaisir quand je dis ça. Je suis pas là pour faire plaisir. Hein. Quand je parle avec des mecs du front, je fais que les critiquer. Quand je parle avec un musulman, je fais que le critiquer. Quand je suis avec Dieudonné, je fais que critiquer ce qui peut incarner son entourage. Et ce qui me vaut d'être en général respecté par certaines personnes et beaucoup, j'en agace beaucoup d'autres. J'aime bien agacer. Hein. C'est toujours aimé. Je cherche pas à plaire. Hein.
On a bien compris. Écoute, on va faire une petite pause. Je vois que c'est l'heure. Stéphane, il est prêt. J'ai pas oublié vos questions, parce que t'imagines bien qu'on y a 500 000 questions au moins, au minimal. Donc je te ferai la synthèse et voilà. Tu peux boire un coup, là ? Voilà, tu peux boire un coup. De toute façon, on va faire une petite pause tout de suite. Et puis on reprend l'antenne juste après. À vous la régie. De retour sur la libre antenne, voilà, donc toujours avec Alain Soral pour cette émission exceptionnelle. Alors Alain, évidemment, il y a énormément de questions. Alors déjà, il y a une question, on me demande, c'est vrai, où est-ce que c'en est ton procès pour la quenelle à Berlin? Parce que ça, c'est vrai que ça c'est... Alors le procès aura lieu en 2015. Il y a du délai. Hein. Oh. Ouais, parce que mais j'aurai droit à la journée entière. Le tribunal a bloqué la journée entière parce que les parties adverses, il y a toutes les parties civiles, y compris le MRAP, etc., qui viennent, en plus des étudiants juifs de France, etc. Et ils comptent faire venir comme témoins 12 survivants de la Shoah, qui vont venir de Berlin, je ne sais pas trop quoi. Donc ça va être, à mon avis, la mère des batailles. Ça va être le procès des procès pour moi. Et je compte d'ailleurs me lâcher assez sévèrement. Hein. Et ils me demandent déjà 150 000 € de condamnation en dehors des parties civiles. Donc ça va monter, à mon avis, à plus de 250 000 €. Pour avoir fait ça sur un smartphone le 1er septembre 2012, dans ce truc qui est c'est des blocs de béton qui sont en train de s'effondrer d'ailleurs, j'ai lu un article, où les PD se donnent rendez-vous pour s'enculer et où les Allemands vont pisser le jour du Nouvel An quand ils sont ivres morts. Quoi, voilà. Non mais c'est bien, ça montre le climat actuel. Ouais. Sachant qu'aucune loi ne criminalise ce geste, puisque je crois qu'on peut criminaliser que les mots et les écrits. Et je crois que même le salut nazi n'est pas... Il n'y a pas de loi qui interdise de faire le salut nazi, je crois, en France. D'accord. Mais la quenelle, ça vaut le tribunal et la ruine intégrale. Mais c'est bien, ça nous rend sympathique le régime de Pyongyang. Hein. Ouais. Si on apprenait demain qu'un type est menacé d'être ruiné intégralement, parce que ce genre de condamnation, ça équivaut à la ruine intégrale. Hein. Ouais. Imaginez bien que 200 000 €, c'est quand même du gros pognon. Et si on apprenait à peu près l'équivalent en Corée du Nord, on éclaterait de rire en disant oui, ben c'est la Corée du Nord. Maintenant, c'est en France. C'est en France. Voilà. Et j'ai eu une dizaine de procès. Oui, une dizaine de procès, parce qu'il y a tous, hein. Voilà, il y a aussi alors, les procès pour les livres aussi. Vous regardez sur Internet, sur mon site, il y a marqué persécution. Il y a les procès de la LICRA pour mes bouquins, pas pour les bouquins qu'on édite chez Contre-Culture. Il y en a 2 en cours, là, qui sont en appel. Puis il y a tous les autres, Aziza, Fourest, j'ai oublié, Delanoë, Pierre Berger, je les ai tous sur le dos, hein, tous. C'est pour ça que je fais moins de vidéos du mois, parce que les types maintenant font éplucher mes vidéos par des avocats, et maintenant on peut porter plainte pour tout et n'importe quoi, donc il suffit que je cite leur nom à un moment donné, et je suis envoyé au tribunal avec constitution de partie civile, ce qui veut dire que non seulement je suis envoyé au tribunal, mais je reçois des convocations de police et de juge d'instruction, où je suis obligé en théorie de me rendre chez un juge d'instruction, parce que Caroline Fourest a porté plainte, parce que j'ai relayé sur le site Égalité et Réconciliation un article d'un autre média démontrant qu'elle a bidonné une interview quand elle a fait son espèce d'émission sur Arte. Donc il y a un journaliste qui fait bien son travail, qui démontre qu'il a bidonné une interview. Moi je relais ça sur le site et elle porte plainte contre moi avec constitution de partie civile et je suis automatiquement convoqué par un juge d'instruction et par la police. C'est dans le but, et à un moment donné, c'est à tel point que je reçois des huissiers, des convocations, etc. tout le temps. Voilà. On veut te faire taire, quoi. Oui, c'est ça. Le truc, c'est de vous terroriser, de vous épuiser, de vous ruiner. Hein, c'est le travail, et c'est celui-là. On ne vous apporte jamais aucune contradiction. Là, j'ai été convoqué chez la police par un gardien de la paix, et je dois. La question, c'est pourquoi j'ai édité 5 bouquins chez Contre-Culture, dont Le Salut par les Juifs de Léon Bloy. C'est un ouvrage majeur d'un des grands polémistes et d'un des grands stylistes de la fin du 19e siècle. Et à un moment donné, pour avoir réédité ce livre, je suis convoqué. Je dois être interrogé par un gardien de la paix. Le pauvre, le mec, c'est n'importe quoi. C'est la France actuelle. Parce que les organisations de la communauté juive ont décidé qu'elles n'étaient pas contentes que je réédite ces bouquins, qui font partie du patrimoine français, et qui sont réédités par 4 ou 5 autres éditeurs, autres que moi. Et ils ont décidé que Soral n'avait pas le droit, lui, de rééditer ces livres-là. Il n'y a pas de base légale, hein, c'est totalement illégal. On est dans la lettre de cachet, on est dans la dictature intégrale. C'est complètement... Enfin,
C'est en dehors du droit. Voilà, il y a une espèce d'association qui décide... Oui, oui. Et alors, ils m'interdisent d'éditer le dictionnaire de Blanc-Rue, qui est un dictionnaire de citations. Et ils décident que 5 autres bouquins ne peuvent être édités que si j'enlève des passages. Oui, des passages. Et c'est les avocats de l'ICRA qui décident ce qu'il faut enlever. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi enlever des morceaux des pièces de Shakespeare, des œuvres complètes de Voltaire, etc. etc. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se fâche à un moment donné, parce que là on est sorti totalement de l'état de droit. Et je suis condamné en première instance contre l'avis du procureur et du parquet. C'est-à-dire que c'est le CRIF et son bras armé, la LICRA, et son autre bras armé, les étudiants juifs de France, vous verrez qu'il y a toujours les trois, avec après ceux qui tapinent quand on leur demande de tapiner, comme le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc., partie civile, c'est eux qui décident aujourd'hui de ce que vous avez le droit de dire et de ne pas dire. Point, c'est tout. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'état de droit, la jurisprudence est bafouée. Et Jakubowicz se vend de dire oui, de toute façon, on a interdit ça parce que c'est Soral. C'est-à-dire qu'on admet que c'est une loi d'exception valable uniquement pour moi. C'est absolument contraire au droit en France qu'un bouquin qui est réédité ne puisse pas l'être par moi, mais puisse l'être par les autres, par Hachette, par 10-18, etc. Parce que moi, non. C'est illégal, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tribunal, sous la pression de la toute-puissante communauté juive organisée, rend des jugements illégaux. En plus, c'est en appel cette affaire. Oui, c'est en appel. Alors, en appel, c'est plus sérieux qu'en première instance, mais tout ça coûte cher. Et puis en attendant, j'ai pas le droit de les vendre, ces bouquins-là. Ils ont été retirés de la vente. Et puis si c'est confirmé en appel, il faut que j'aille après cassation, et puis après au niveau européen. Ouais. Souvent, mais ça prend 5 ans. Non, c'est de la persécution pure. Dans un régime de totalitarisme pur, quoi. Et dont, effectivement, quand on tire le fil, qui est-ce qu'il y a derrière? La communauté juive organisée. Et toujours pourquoi? Pour antisémitisme. C'est-à-dire que toute insoumission, quelle qu'elle soit ironique, parce qu'en plus, on ne fait jamais que de l'humour noir parfois, c'est condamné pour antisémitisme. L'exemple le plus frappant et le plus terrifiant, qui laissera des traces et qui a fait jaser quand même, c'est l'histoire du Conseil d'État avec le spectacle de Dieudonné à Nantes, quoi. Là, on est dans l'illégalité totale. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le tout-puissant lobby sioniste, on va l'appeler comme ça, a pris totalement le contrôle de l'appareil d'État français. Et qu'il dicte sa loi, en fonction de ces critères qui sont la soumission totale à son arrogance. Voilà, son quant à soi. Parce que c'est une espèce de chape de plomb. À partir d'un moment donné, enfin au niveau de l'élite, il n'y a plus personne, il n'y a que des sionistes, il n'y a plus d'antisionistes. Les autres, ils ont peur. En privé, ils disent tous, on est d'accord avec vous, on le sait, etc. C'est-à-dire que le jour où ça va chauffer, ça va se passer comme en 40. Il y a tous les soi-disant mecs qui est membres de la LICA et qui avaient voté Front Populaire vont se retrouver à Vichy pour proposer leur service à Pétain. Il faut lire, parce que je vous garantis que les 3/4 qui tapinent aujourd'hui, et qui même me crachent à la gueule officiellement, le jour où le rapport de force va basculer un peu, ils vont basculer très vite. Ils ne le font pas par conviction, ils le font avec un flingue sur la tempe souvent, par peur de perdre leur boulot, et humiliés souvent. Imaginez bien qu'un Ardisson, aujourd'hui qui fait le sionnard et le flic pro-CRIF, le fait pas par plaisir. Il a fallu bien l'humilier et le soumettre pour ça. Et le jour où ça a basculé de l'autre côté, il va se venger. Je connais le pépère. C'est pour ça que c'est un peu inquiétant ce qui se passe en ce moment, parce que à terme, moi je peux m'inquiéter personnellement, mais les organisations communautaires juives aujourd'hui sont en train de créer un climat de tension qui peut être très préjudiciable à terme pour ce que j'appelle les juifs du quotidien. Voilà, c'est pour ça que je rappelle toujours que je ne confonds pas les deux. Je combats le lobby sioniste et je dénie le droit aux lobby sionistes de représenter les juifs. C'est les deux combats qu'il faut mener en même temps. Je veux dire, Kuckerman, je l'emmerde, mais en plus je pense qu'il n'a pas le droit de parler au nom des juifs, et il les met en danger. Quand il ramène sa fraise à tout va. Il a décrété récemment que j'étais un pseudo-intellectuel. En vertu de quoi il peut décréter ça, Kuckerman? C'est un ancien cadre de la banque Rothschild. Je veux dire, il a une formation intellectuelle sérieuse, il a fait de la philosophie, de la sociologie. À un moment donné, qui est Kuckerman? D'où vient son magistère moral? D'où vient son autorité? D'où vient son pouvoir? Il représente officiellement une personne sur 6 d'une communauté dans un pays où on ne reconnaît pas l'existence des communautés sur le plan institutionnel. Donc il représente logiquement, officiellement, rien. Il représente 100 000 juifs, c'est-à-dire un communautarisme, dans un pays où les communautés n'ont pas d'existence légale, je vous le rappelle. Donc il ne représente rien.
Donc je dis à Kuckerman, je t'emmerde, tu ne représentes rien. Et puis si tu as le pouvoir de me faire condamner, il faudra donc que les Français comprennent qu'en réalité, la démocratie n'est plus la démocratie, la République française n'est plus la République française, et qu'on est passé à une dictature qui ne dit pas son nom. Et moi, je fais en sorte que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment, comprennent qui est Kuckerman et d'où vient ses pleins pouvoirs. Donc plus il insiste contre moi, plus de Français comprennent effectivement son illégitimité. Et puis ils apparaissent au grand jour, j'ai l'impression que les masques tombent de plus en plus. Ils revendiquent leur arrogance et leur pouvoir. Voilà. Quand ils ont fait interdire le congrès de la dissidence et tirer au canon à eau sur des gens, des Jacob Cohen, des Pierre Hillard, etc., ils ont bien revendiqué que c'était eux qui avaient fait ça. Donc que tout le monde sache bien qu'eux ont les moyens de faire ça. C'est très dangereux. Je veux dire, ces gens-là manquent de... Il y a quand même 2500 ans d'histoire récurrente qui devrait quand même les alerter sur certaines répétitions d'erreurs qui amènent aux mêmes conséquences. C'est marrant que comme disait Céline, ils ne sont pas fins, ils sont lourds. Ils prétendent à l'intelligence, sur certains plans, ils sont arrogants, organisés et systématiques, haineux, mais pas très intelligents, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'ils pourront soumettre éternellement 99% de la population uniquement par le mensonge et la menace. Parce que dans quand tu reprends un peu, si tu veux, la genèse du mouvement antiraciste, dans les années 80, au départ, il y a beaucoup d'aujourd'hui des actuels sionistes, des Bernard-Henri Lévy. Ils revendiquent aujourd'hui d'avoir créé le truc. Marek Alter, Bernard-Henri Lévy et les étudiants juifs de France. C'est-à-dire le PS, la branche sioniste du PS, et une des succursales du CRIF, qui est les étudiants juifs de France, et directement Bernard-Henri Lévy, Marek Alter et Adjad, un autre dont j'ai oublié le nom. Oui, et ils disaient, c'est nous, et ils le revendiquent, c'est nous qui avons créé ce truc-là, pour que les jeunes issus de l'immigration nous servent de tirailleurs sénégalais dans notre combat antinational, c'est-à-dire le combat contre le Front National. Ce qui a poussé les Français patriotes et inquiets par l'immigration incontrôlée à haïr ces jeunes issus de l'immigration, manipulés effectivement par un lobby sioniste qui s'est retourné contre eux à partir de la deuxième intifada. Voilà. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça que bien sûr, parce que non seulement ils vous font tapiner, ils vous manipulent, mais à la fin ils retournent leurs alliances. Aujourd'hui, ils sont presque néo-identitaires, néo-nationalistes. Il faut Finkielkraut à l'Académie française. Tout le discours de Finkielkraut est Front National, sauf le fait qu'en plus il crache sur le Front National. Parce qu'il n'y a que lui et la communauté juive organisée qui a le droit de tenir ce genre de discours. Le français de souche n'a pas le droit. C'est plus illégitime et plus malhonnête et plus dégueulasse, il n'y a pas. Mais ça, je pense que les jeunes issus des cités l'ont compris. C'est-à-dire que le chance pour la France d'hier est devenu l'islamiste, le dangereux djihadiste d'aujourd'hui. C'est le même. Et c'est le même qui a décrété que c'était un chance pour la France hier, et qu'il fallait qu'il aille combattre le Front National, et qui dit aujourd'hui que c'est le vrai danger. C'est le même. C'est Mouloud. Voilà. Mouloud du Canada. Donc je dis à Mouloud, avant de bouger, attends un peu, réfléchis. Et surtout quand Bernard Lévy te dit quelque chose, ou dit quelque chose, en gros tu peux être sûr qu'il faut croire l'inverse. Pour moi c'est un peu comme la grenouille, tu sais, pour la météo. Quand je connais pas bien un sujet et que je veux savoir ce qu'il faut en penser, je regarde ce que Bernard Lévy en dit sur la règle du jeu. Et je sais en gros qu'il faut penser le contraire. Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur la Syrie, etc. C'est un bon marqueur. Je vous conseille, ceux qui sont un peu paresseux ou qui manquent de culture générale, quand vous voulez savoir quoi penser d'un sujet, vous allez voir ce qu'en pense Bernard Lévy, et vous savez qu'il faut en penser le contraire. Alors justement, on parle aussi d'Éric Zemmour. Alors toi, tu l'avais plutôt défendu, Éric Zemmour. Oui, c'est pareil. Je n'ai pas de haine et je ne critique pas à mort Éric Zemmour. Non, parce qu'il a quand même pas mal dérapé ces derniers temps. Oui, d'accord, mais j'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai des échanges de mal avec lui où je m'engueule. Je dis, lui dit le problème c'est l'islamisme. Moi, je dis le problème c'est Wall Street. Il n'y a pas beaucoup de musulmans à Wall Street. Et il fait semblant de pas comprendre. Je sais pas, il a des blocages. Mais sur certains sujets, sur Dieudonné, il s'est pas mal tenu. Sur Le Pen, il se tient pas trop mal. Il incarne une ligne qui n'est pas celle d'Elisabeth Lévy ou de Finkielkraut, il incarne le juif français patriote. Et voilà, donc il y a une tradition effectivement d'élitisme juif qui met ses qualités d'élite au service d'une nation qui lui a tout donné, ce qui correspond à Zemmour, parce que Zemmour c'était quoi? C'est un maghrébin qui était en Algérie l'arabe de l'arabe, il suffit de lire Maupassant, qui par le décret Crémieux est devenu français. Et donc Zemmour doit tout à la France en réalité. Et au colonialisme français. Mais il le dit en plus. Oui, mais c'est cohérent, c'est vrai. Il est normal qu'il remercie la France de lui avoir tout donné. Et la France, de la colonisation de l'Algérie et du décret Crémieux, pour ceux qui n'ont pas la culture. Donc c'est ce que j'appelle le point de vue. De son point de vue, il est cohérent. Et lui, ce dont il a très peur, c'est la délinquance de banlieue réislamisée, qui le détecte comme dominateur juif
En plus, il est issu du prolétariat. Enfin, c'est un pauvre, Zemmour, de banlieue. Il a grandi à Donc il a Drancy. peur. Et en plus, c'est physiquement, je vais pas dire un avorton, c'est pas sympa, mais je veux dire, c'est un petit gabarit. Donc il a peur c'est le mec qui avait peur de se faire péter la gueule à la cour de récré par le grand noir, le grand maghrébin. le grand maghrébin qui joue bien au foot et qui font 85 kilos. De ce point de vue-là, il a des blocages. Il y a des trucs qu'il n'arrive pas à comprendre, des fraternités, des mains qu'il n'arrive pas à attendre ou qu'il ne peut pas recevoir. Et moi, j'essaye, comme je le fais toujours, de faire la médiation. Je veux dire, Zemmour, tu es respectable sur certains sujets, tu es cohérent sur certains sujets, tu critiques bien l'Union européenne, C'est vrai. tu critiques bien le mépris que les élites ont pour le peuple, tu critiques bien le mensonge de l'américanisme forcené ou je sais pas trop quoi, tu es un amoureux authentique, à mon avis honnête, de la culture française, c'est sûr, mais tu as un problème avec les musulmans, avec l'islam, où tu es caricatural, il ne connaît pas en plus le sujet. Une fois j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas la différence entre sunnites et chiites. Ah oui, d'accord. Il ne connaît pas, voilà, il connaît pas tout. D'accord. Il est journaliste, hein, il est pas, voilà. Et donc il a des peurs et des méconnaissances, et puis aussi des gens qui l'agressent. C'est-à-dire quand tu te fais toute la journée insulter de sale youpin par des mecs de cité un peu qui ont des visions un peu binaires, c'est sûr que action-réaction, il ne se sent pas en fraternité avec eux. Moi j'ai une autre relation aux jeunes des banlieues, j'ai fait de la boxe, voilà, j'ai pas peur de ces gens-là, je les ai fréquentés chaleureusement et charnellement dans les salles de boxe toute ma vie. C'est ce que j'expliquais à des gens, pourquoi j'ai ces sympathies naturelles. C'est pas parce que c'est un calcul, c'est que moi je suis issu de Meudon-la-Forêt des années 60, cité dortoir, où dormaient tous les mecs des usines Renault de l'île Seguin. Donc mes potes étaient tous issus du prolétariat français ou de l'immigration. C'était ce qui constituait les cités dortoirs des années 60. Et en plus j'aimais le sport, je faisais du sport, et à un moment donné j'ai fait beaucoup de boxe. Et dans les salles de boxe, je te fais pas un dessin, il y a qui ? Il y a quelques Gaulois et essentiellement qui sont issus de l'immigration. Donc j'ai toujours été en fraternité avec des mecs qui étaient des bons boxeurs et que j'admirais pour leur talent de boxeur, qui par ailleurs étaient noirs ou d'origine maghrébine et musulmane. Et tu sais très bien que même si le faciès et la race, c'est le truc que tu vois en premier, dès lors que tu passes un peu de temps avec les gens, ce que tu vois après, c'est leur personnalité, leur psychologie, leurs qualités, leurs défauts. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le critère racial pour moi s'estompe totalement de par mon vécu. Mes potes, c'était la bande de la Courneuve, Karim, Pouic, Francis, etc. Bon, c'était des types qui étaient soit d'origine maghrébine, soit d'origine antillaise, etc. Et on était même de la même bande, entre guillemets. Et moi, j'étais le Gaulois de service, j'étais pas le seul, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que ce que j'aime, moi, c'est les mecs qui aiment la France et qui maîtrisent bien le génie français par la langue, la drague, enfin des trucs, pour moi, les critères, la bouffe, la drague, la langue, l'esprit français. Rouletabille, Filochard, et ça peut très bien être incarné par un Antillais, du moment qu'il y a... moi, ce que je déteste, c'est le mec qui dégueule sur la France. Mais quand je vois un type qui s'exprime en bon français, tu lui demandes d'où il est, il te dit je suis d'Épinay par exemple, et tu vois qu'il a fait du sport à haut niveau, il a défendu le drapeau, comme beaucoup de mecs, etc. Je ne vois pas comment je pourrais lui cracher à la gueule. Tu vois, c'est pour ça qu'avec les identitaires j'ai parfois des problèmes, parce qu'eux ils sont dans un contexte différent, Nice, Strasbourg, enfin tu vois, pareil, c'est les vécus qui déterminent les positionnements. Il n'y a pas que les idées, tu vois. Et donc... Non, mais toi, t'as pas une idée racialiste de la France, toi. Non, parce que la France est un pays très peu racial. Ouais. Même du temps où le problème de l'immigration sauvage ne se posait pas, les grands Français, sous Louis XIII, c'est Mazarin, c'est un Italien, mais c'est un Italien qui est plus français que français. Et la France est ce pays, tout le monde le dit, tous les gens qui ont une vraie culture le disent, qui est capable de faire en quelques années de n'importe qui un Français plus français que les Français. Ce qui est très rare dans l'histoire. C'est un pays où les gens viennent se réfugier et que les gens se mettent à aimer très vite. Parce que c'est un pays merveilleux pour son climat, sa géographie, sa nourriture, etc. etc. Et donc la France a cette qualité qu'elle est capable de faire de n'importe qui, d'un ancien Vietnamien, Cambodgien, Africain, un très bon Français très vite. Il y a très peu de pays qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ça que je dis je suis un identitaire français. Ce que je reproche aux identitaires qui s'appellent identitaires, c'est d'être soit sur un logiciel allemand de type Volkisch, soit sur un logiciel anglais de type communautaire. Les Anglais sont très respectueux des autres, mais c'est à condition qu'ils ne se mélangent pas. Personne n'est choqué par une femme en burqa dans un bus à Londres, parce qu'il n'y a jamais eu d'assimilation. L'Angleterre est un pays communautaire, personne ne se parle. Mais du coup, personne ne s'agresse. En France, il y avait une tradition d'assimilation, on devenait tous français, ce qui fait que quand l'assimilation s'est cassée la gueule, ça a créé des tensions. Parce qu'en fait, le modèle français s'est effondré. Le modèle allemand, c'est encore autre chose, c'est qu'ils n'ont pas eu d'empire colonial comme nous, parce qu'on ne les a pas laissés accéder à la colonisation. Donc ils ont
ils ont eu moins de problèmes post-colonial. Ils ont aujourd'hui un problème avec les Turcs, enfin un problème à gérer la dimension turque, etc. Mais ils n'ont pas eu ce problème-là. Nous, on a eu le reflux contre-colonial, etc. Donc on a une tradition d'assimilation, une grosse question post-coloniale, etc. Et je dis, la France a les moyens de gérer cette question parce qu'on est un pays dont la tradition est d'être capable de faire très vite, en très peu de temps, de n'importe qui un très bon français. On l'a vu avec les Polonais, avec les Portugais, avec les Espagnols. C'est vrai que ça s'est fait totalement. C'est plus difficile en ce moment avec les Maghrébins. C'est vrai que on continue à parler d'immigrés alors que c'est des types qui sont là depuis 3-4 générations. Mais ça veut bien dire qu'il y a un ratage quelque part. Il faut y réfléchir, il faut améliorer. Il y a des responsabilités de part et d'autre. Nos amis de la communauté ont beaucoup fait pour que ça se passe mal. Hein, ça, je le ferai remarquer. Hein. Les éducateurs trotskistes et nos élites ashkénazes de la gauche trotskiste ont beaucoup fait pour que ça se passe mal. C'est pour ça que c'est bien qu'ils aient plus trop accès au dossier.